Retrouvez les conseils d'observation de ciel et espace avec MEDAS, www.medas-instrument-au-pluriel.com. Et accédez désormais à tous les anciens numéros de Ciel et Espace grâce à l'abonnement numérique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ciel-et-espace.fr. Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides. En ce mois d'août 2024, ne l'oubliez pas, c'est le mois des Nuits des Étoiles, voici les spectacles nocturnes que le ciel nous réserve. L'astéroïde Psyché passe à l'opposition le 5, les étoiles filantes Perséides sont à leur maximum le 12, Mars et Jupiter se rapprochent le 15, Saturne est occulté par la Lune le 21 et notre satellite passe devant les Pléiades le 26. Pour commenter ces événements, Cyril Birnbaum et Sébastien Fontaine m'accompagneront comme chaque mois. Vous pourrez découvrir leurs chroniques habituelles et leurs coups de cœur en fin d'émission. Messieurs, bonjour. 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 Alors Sébastien, nous démarrons tout de suite avec votre chronique mensuelle consacrée à l'histoire de l'astronomie. Petite histoire, grande histoire. De quoi voulez-vous nous parler aujourd'hui ? De la grande histoire, de la très grande histoire. Et un thème, je pense, qui va nous fédérer au moins tous les trois. Et l'idée, c'est qu'on en parle un petit peu, que je ne garde pas tout le micro pendant 20 minutes, comme le mois dernier. Donc là, on va s'intéresser au phénomène astronomique majeur du dernier siècle, l'éclipse du 11 août 1999. On fête les 25 ans. Alors c'est vrai qu'on parle souvent des éclipses à ce micro. Il y a quelques mois, on en parlait parce que Cyril, il va nous en parler après, est parti à l'autre bout du monde pour observer une éclipse de soleil. Mais en 99, c'était évidemment le début des observations pour certains. Et puis, c'est pas négligé, mais vous savez que les éclipses totales de soleil sont très rares. Celle de 99, donc, elle nous a fait le bonheur de traverser une grande partie de la France, le nord de la France. Ça commencé du côté de Cherbourg pour finir à Strasbourg. La bande de totalité ne mesurait que 110 km de large, donc c'était assez étroit. Il fallait vraiment être sur cette ligne Cherbourg-Strasbourg pour voir le phénomène dans son intégralité. Je vous rappelle que si vous ratez la phase totale de l'éclipse, vous avez raté le phénomène. Si vous étiez à Nice, par exemple, comme certains en 99, l'éclipse là-bas n'était visible qu'à 85%, aucun intérêt. Si c'est moi que vous visez, je n'étais pas à Nice à cette époque-là. Ah d'accord, j'avais cru. Bon, vous étiez à Dunkerque, ce qui était guère mieux, puisque à Dunkerque, on était à 92%. J'étais dans le Jura, j'ai raté l'éclipse, je dois l'avouer. Voilà, bon, vous étiez à 98%, mais c'est encore pire. Les Parisiens étaient à 99%, voilà, donc petite querelle de clocher. Ça pour dire que les gens qui pensent avoir vu l'éclipse en 99, mais quand ils étaient en Corse, par exemple, non les gars, c'est raté, fallait être un peu plus au nord. C'est certainement l'éclipse qui a rencontré le plus d'observateurs. C'est souvent ce qu'on peut lire aujourd'hui, 25 ans plus tard, puisque elle a commencé du côté de la Cornouaille en Angleterre pour finir dans le golfe du Bengale. Et donc, beaucoup de territoires ont été concernés par la totalité de l'éclipse en 99. Je pense qu'en 2009, la plus longue éclipse du siècle a concerné aussi beaucoup de gens parce que cette éclipse en 2009 traversait l'Inde et beaucoup de gens étaient intéressés par l'observation. Mais si on revient à la France de 99, beaucoup de médiations avaient été faites à l'époque. Des grandes fêtes populaires s'étaient organisées sur tout le parcours de l'éclipse, des concerts, des conférences, plein de festivités finalement. Malheureusement, la météo n'a pas toujours favorablement accompagné le phénomène rare. Et je me souviens avoir rencontré des gens qui avaient observé l'éclipse précédente, puisque on parle souvent de la prochaine éclipse totale de soleil en métropole en 2081, mais n'oubliez pas qu'en 1961, une éclipse avait concerné une partie de la France, et je me rappelle à l'époque avoir rencontré des chasseurs d'éclipses français qui, depuis 1961, attendaient l'éclipse de 99, comme moi aujourd'hui j'attends celle de 2081. Elle était passée par Nice d'ailleurs, je pense, en 61 ans. C'est possible, mais j'étais pas né, vous voyez. Ouais, moi non donc, plus. Votre mémoire, d'accord, ne peut pas nous aider sur ce coup-là. Et donc, cette éclipse était la première que j'ai pu voir, et honnêtement, c'est, je crois, les instants les plus intenses de ma vie. Les 2 minutes 20 qu'ont duré ces périodes de totalité, quand la Lune a caché complètement le soleil. J'ai raté la moitié de l'éclipse à cause des larmes qui coulaient de mes yeux. Ça, je l'ai déjà raconté à ce micro. Et donc, c'est vrai que c'était un moment assez inoubliable. Et voilà, j'ai été mordu par le virus. Et aujourd'hui, je me déplace vers les éclipses.
Et je rends hommage aussi à Bruno David, un copain qui à l'époque, sans lequel j'aurais pas vu l'éclipse, puisque lui était déjà guéri aux observations. Et donc on avait choisi un site d'observation en hauteur, le coup classique, et les nuages étaient là. Une trouée s'est présentée à nous à quelques centaines de mètres en contrebas, et avec son 4x4, on a labouré quelques champs. Aujourd'hui, on peut dire s'il y a 25 ans, entre Reims et Vouziers. Et donc, grâce à son véhicule, eh bien, on a pu atteindre la zone où l'éclipse était fabuleuse. Et je pense que vous aussi, vous avez des souvenirs extraordinaires concernant cette éclipse. Nous aussi, on a pris des 4x4, voilà. Tu veux dire. Voilà, exactement, je pense. Et puis, voilà, tu peux peut-être nous raconter aussi ta récente observation. C'est pareil. Enfin, non, sur t'as pleuré, t'as pleuré aussi, 99, c'est ça non, j'ai pas pleuré, mais je pense qu'aussi, c'est que à chaque fois, j'ai toujours regardé derrière un appareil photo. Je pense que c'est moins émouvant. Parce qu'en fait, t'es concentré sur ce que tu dois faire, parce qu'en fait, t'es vraiment en train de te dire top, à ce moment-là, je dois faire ça. T'as des montres qui sonnent, des trucs qui te dit. Enfin, t'as un programme, ce qui fait que t'as pas le temps. En vrai, t'observes pas. T'es en train de faire des photos. Ah bah, c'est ce que j'avais voulu faire en 99, lamentablement. Et les seules photos honnêtes que j'ai faites, c'est avec un jetable. Et donc c'est pareil, c'est la même histoire en fait. Ça m'a coûté le nettoyage du 4x4 par la suite en fait. C'était le deal. Et nous aussi on a labouré quelques champs. Merci Marc. Et merci Bruno. Voilà. Très bien, donc une chronique consacrée à l'éclipse de 99. Donc effectivement, grande histoire, enfin pour les Français en tout cas qui l'ont observé. On passe aux événements de cet été, de ce mois d'août 2024, avec pour commencer ce passage à l'opposition de l'astéroïde Psyché. Alors on doit dire Psyché, je pense. Ce n'est pas très spectaculaire, évidemment, il faudra un télescope pour l'observer. Mais tout de même, si vous voulez découvrir la cible de la mission spatiale Psyché, c'est le moment. Cyril, le 5 août, cet astéroïde passe à l'opposition. Ça veut dire quoi? Oui, bah en fait il est au plus près de la Terre là, c'est-à-dire quand il est opposé au Soleil là. Et donc c'est un astéroïde qui est métallique, hein, c'est-à-dire que c'est du fer, du nickel, de l'or là. C'est-à-dire que la sonde elle devrait arriver dans pas mal d'années, parce que je crois que c'est 2029 ou un truc comme ça. C'est un astéroïde de 200 km donc c'est de diamètre là, donc c'est un petit truc. Donc métallique, donc de type M. La difficulté ça va être de le trouver, hein. C'est quelque chose qui est un peu de magnitude 9, un peu plus de 9,5. Ça veut dire qu'il faut bien un bon télescope, peut-être de 20 cm pour arriver à un Schmidt-Cassegrain, là, ça doit le faire. L'autre difficulté, c'est qu'il est dans le Capricorne. C'est-à-dire que le Capricorne, c'est un truc où, en général, on sait aller jusqu'au Sagittaire. C'est-à-dire qu'on voit bien le Scorpion, on voit bien le Sagittaire, et tout d'un coup, après, il y a un petit doute. Il y a franchement pas complètement un doute, parce qu'en fait, ça forme un grand V dans le ciel, donc il n'y a pas trop de doute. Et puis, comme on sait que c'est à peu près la taille de la constellation du Sagittaire à reporter un coup, donc notre théière reporter un coup pour rien avoir et puis avoir le V après, donc c'est facile. Donc pour savoir exactement où il est, vous avez vous avez deux solutions en fait. Soit vous êtes plus fort que moi sur Stellarium et vous arrivez à rajouter les éléments orbitaux pour qu'il apparaisse, ou peut-être que d'ici là il y aura ils seront incorporés dedans, c'est-à-dire que d'ici le mois d'août là. Sinon vous avez Events Above, donc vous donnez l'endroit où vous êtes et puis vous allez sur la rubrique astéroïdes, et de astéroïdes vous avez les cartes de champ, c'est-à-dire que vous avez à la fois le V, le grand V du Capricorne, et puis vous avez une carte un peu plus précise. Soit, et c'est plutôt ça ce que je ferais moi, c'est que vous allez sur theskylive.com. Donc là sur le côté vous devez avoir une rubrique petit corps, ou alors ça doit être en anglais je pense, mais au moins astéroïdes. De astéroïdes vous allez retrouver donc le nom de Psyché, et puis à ce moment là vous allez avoir directement la carte de champ, et vous pouvez zoomer, c'est-à-dire que vous pouvez zoomer, imprimer, vous pouvez même je crois inverser aussi nord, sud, est, ouest pour avoir dans le bon sens sur votre carte. Et ce qui est intéressant là, c'est que par rapport à Events Above où il y avait juste la carte grand champ, enfin en gros à l'œil, et puis après le petit truc tout petit, là vous pouvez faire les intermédiaires parce que c'est quand même plus simple. Et donc elle est où? Vous prenez ce grand V, elle est en plein milieu dans l'axe juste au-dessus. Voilà, donc c'est pas, enfin vous êtes obligé d'aller d'étoile en étoile pour l'atteindre. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder peut-être 2 soirs de suite, parce que ça fait presque 1 degré de déplacement, donc ça va assez vite là. Donc c'est plutôt rigolo de jeter un œil et de se dire hier je l'avais pointé à cet endroit-là. Donc soit vous faites un petit dessin, soit vous êtes plus balèze et vous faites une photo. Voilà. Et oubliez pas sur
Donc sur le Capricorne, là, il y a un petit amas globulaire M30 sur la gauche qu'il faut aller regarder tant qu'à être là. Tant qu'on est là, d'accord. Et puis je rappelle que sur cet astéroïde Psyché, c'est quand même intéressant, la sonde qui va se rapprocher de lui va nous dévoiler quand même pour la première fois les paysages d'un astéroïde métallique, puisque finalement tous les astéroïdes qui ont été visités jusqu'à présent sont des corps plutôt carbonés, pour le dire vite, et on s'attend à des paysages probablement très différents. Je renvoie d'ailleurs à des articles qu'on avait publié dans Ciel et Espace. Donc, si vous utilisez le moteur de recherche de Ciel et Espace en tant que Psyché, vous tomberez dessus. Oui, et on peut être très curieux de ce qui va se passer quand on sera proche de cette. D'autant qu'on sait de mémoire qu'il est métallique parce que c'est son albédo qui donne cette information. Donc, on a peut-être un gros miroir quand il va arriver. Alors, il est métallique. Voilà, ça va être sans doute encore plus magique, beaucoup plus compliqué qu'on l'imagine. Mais en tout cas, ce sera intéressant de le voir. Et puis, si vous l'avez vu donc vous-même au télescope, ce sera amusant de comparer, on va dire, à quelques millions de kilomètres de distance. On passe au 12. Allez, on passe au 12. Le maximum d'activité des Perséides. Alors, ce sont les fameuses étoiles filantes de l'été. Cette année, je crois, Sébastien, le pic a lieu en plein jour. Mais bon, ça signifie pas qu'il se passera rien. Non, puis ça reste visible quelques jours avant et après le 12. Alors, on est en premier quartier, le 12. Donc, vaut mieux observer en deuxième partie de nuit. Attendre que la Lune se couche, tout simplement. Elle se couchera vers minuit et demi, 1h du matin à nos latitudes. Donc on rappelle, les étoiles filantes là, elles viennent de la comète Swift-Tuttle, et donc c'est les poussières qui entrant en contact avec l'atmosphère de la Terre, et bien provoquent ces illuminations qu'on appelle un petit peu à tort étoiles filantes. La méthode d'observation la plus pratique, c'est toujours la chaise longue. De toute façon, on regarde en direction presque du zénith ou du nord, dans la direction de la constellation de Persée. On parle des Perséides parce que les étoiles filantes semblent provenir de cette constellation, même si bien sûr elles peuvent couvrir quasiment toute la surface du ciel. Très bien, donc avec un instrument donc, que vous avez conseillé qui est la chaise longue, c'est bien ça? La chaise longue, oui, exactement. Juste une chaise longue. Moi, je conseille le grand drap et se mettre à 4 en fait, et chacun regarde un horizon devant lui. J'ai cru que ça allait Chacun regarde d'un côté. Et c'est rigolo, c'est moi, enfin, chacun dit gagner un point à chaque fois, quoi. C'est ça c'est pas mal, ouais. Une famille de 4, ça le fait assez bien, en fait, c'est assez rigolo. Donc, 4 chaises longues. 4 chaises longues, ouais, ça dépend. 4 chaises longues, grand drap, et puis donc on joue au jeu des Perséides et on compte la personne qui en a observé le plus. Parfait, donc ça c'est autour du 12. On passe au 15. 15 août, très joli phénomène. Mars et Jupiter sont à moins d'un demi-degré l'un de l'autre. Un demi-degré, Cyril, ça correspond à quoi? C'est une pleine lune, là. C'est le diamètre de la Lune, donc ils sont très très près l'un de l'autre, forcément. Donc c'est vraiment à pas rater, là. Ça va se lever vers minuit et demi. Donc si vous avez un petit télescope, un grossissement de sang avec un oculaire basique, là, un PLOS, enfin pas un grand champ, vous arrivez à 100 fois à voir les deux en même temps sur un demi-degré. C'est-à-dire qu'à 100 fois ou 80, 100 fois, on a la pleine lune en entier. Donc là, vous devriez avoir à la fois Mars et Jupiter côte à côte. Si vous êtes aux jumelles, vous verrez donc avec des 750, là vous pourrez voir donc le petit point un petit peu ocre Jupiter, et puis à côté Mars, et à côté Jupiter, et surtout les 4 satellites galiléens, enfin découverts par Galilée, Ganymède, Ganymède d'un côté, Io, Europe proche, et puis proche de la planète, et puis un peu plus loin, beaucoup plus loin, même Callisto. Et à pas rater, en fait, comme ça se lève à minuit et demi, c'est que en fait ça se lève à minuit avec la tache rouge. Donc de minuit et demi à 3h, vous avez la tache rouge. Donc vous pourrez commencer à profiter. Après, elles sont quand même loin, c'est-à-dire qu'en fait Mars c'est un peu plus de une fois et demie la distance Terre-Soleil, là, et Jupiter c'est 5 fois la distance Terre-Soleil. Donc c'est pas non plus c'est le rapprochement qui est intéressant, peut-être plus que les planètes en elles-mêmes. Voilà. Cela dit, on en parlait le mois dernier à propos de Mars et d'Uranus. Là aussi, on a quand même des teintes différentes qui sont perceptibles. Oui, on verra. Et puis vous verrez au télescope, là, à 80 fois, vous verrez les bandes nuageuses sur Jupiter sans problème. Donc c'est plutôt rigolo. Et si vous observez, parce que vous pouvez observer aussi le lendemain, elle sera sûrement peut-être 2 degrés plus loin, mais c'est encore côte à côte. Ça vous permet aussi de voir que la configuration des satellites a bougé, donc c'est un bon. Et puis minuit et demi, enfin ou 1h du mat, ça va encore, quoi.
Très bien, on passe au 21, encore plus joli, hein. Et là c'est pour vous Sébastien, Saturne est occulté par la Lune. Ça c'est un beau phénomène, c'est à quelle heure exactement? C'est un super phénomène, c'est je pense mon coup de cœur de l'année sur l'observation à ne pas rater. Alors l'heure ça va dépendre de l'endroit où vous êtes sur Terre, parce que là on a vraiment des horaires très précis, ça nous rappelle un peu les conditions d'éclipse, c'est en fin de nuit. Si on prend, alors j'ai noté, à Paris ça débute à 5h28 pour terminer à 6h26, donc ça dure à peu près 1 heure. À Bayonne, c'est vous décalez tout de quelques minutes plutôt sur la montre, et puis à Strasbourg, c'est un peu plus tard de quelques minutes. Donc là, il faut vraiment se référer à des tableaux qu'on trouve un peu partout, notamment sur le site de Ciel Espace, pour savoir exactement à quel moment va débuter le phénomène. Donc le passage de Saturne derrière la Lune, puisque c'est de ça dont il s'agit. Ça dure à peu près 1 heure, parce que la Lune va mettre à peu près 1 heure à traverser l'équivalent de son diamètre dans le ciel. À l'œil nu, donc c'est bien sûr visible, puisque la Lune, on la voit à l'œil nu, c'est évident. Saturne aussi. Avec une paire de jumelles, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, parce que Saturne n'est qu'un point. Ce qui est intéressant, c'est quand même de résoudre les anneaux qui entourent Saturne, même s'ils sont assez fins, et on en reparlera beaucoup dans les mois à venir. Mais avec un grossissement d'au moins 50 fois, on commence à voir les anneaux, mais c'est plus confortable avec un grossissement de 80 ou 100. Et donc là, c'est chouette, parce que vous commencez à observer un petit peu avant le début du phénomène. On voit, en quelque sorte, on peut se l'imaginer comme ça, Saturne finalement qui avance du côté de la Lune, qui va se coucher finalement derrière la Lune. Et ce qu'il ne faut pas rater, c'est le retour de Saturne. Et dans la configuration de cette année, eh bien, Saturne va réapparaître au-dessus de la partie de la Lune qui est dans la nuit. Donc vous avez une Saturne qui va émerger du néant finalement, mais avec un petit peu en contrebas, si je puis dire, la surface de la Lune visible dans votre télescope. C'est assez chouette. Attention toutefois, tout ça donc se passe en fin de nuit. Du coup, les astres sont assez bas sur l'horizon, puisque au début du phénomène à Paris, Saturne est à 26 degrés de hauteur et à la fin à 19 degrés. Alors ça reste haut, mais attention, il faut anticiper le truc. C'est-à-dire que c'est pas le moment venu. On va se dire tiens, on va observer le passage comme ça de la Lune là devant Saturne. Non, anticiper l'observation quelques jours au préalable pour vraiment voir si le site est dégagé. Ouais, ça se prépare. Et si on veut faire une photo, Cyril, ça se prépare encore plus. Ouais, non, mais il y a un truc rigolo, en fait, c'est faire la sortie, c'est ce que tu disais, parce qu'en fait, ça va être pas loin de 6h30, là, enfin, un truc comme ça. Ouais. Et le lever du jour, enfin, le lever du soleil, c'est un peu avant 7h, donc il fait encore un petit peu bleuté, là. Mais ce qui est marrant, c'est qu'elle va être 20 degrés au-dessus de l'horizon. 20 degrés, en fait, ça rentre quand même, c'est-à-dire que vous pouvez peut-être, si vous êtes en montagne, avoir un premier plan assez loin pour avoir le sommet de quelque chose, tu vois, d'une montagne, plus la Lune, plus la sortie de Saturne. Donc il y a peut-être un travail à faire pour avoir, c'est-à-dire que l'azimut c'est 240 là degrés, donc c'est quand même sur l'horizon ouest là, et donc vous aurez quelque chose qui peut être une photo assez jolie en ayant un premier plan assez loin pour qu'il soit à la fois net et puis la sortie de Saturne du côté non éclairé. Et juste une toute petite chose, à nos latitudes, la prochaine fois qu'on verra un tel phénomène, c'est en 2031. Donc voilà, faut pas le rater cette année. On peut en voir ailleurs dans le monde, mais voilà, dans nos régions, c'est pas si fréquent. Ouais, et ça sera un jeudi, parce que là, c'est un mercredi. Non, ça c'est peut-être pas vrai. Donc mercredi 21 août, ne ratez pas l'occultation de Saturne par la Lune. 26 dernier événement de ce mois d'août avec la Lune toujours qui passe cette fois-ci devant les Pléiades. Mais elle ne masque pas toutes les étoiles des Pléiades, je crois. Cyril, qu'est-ce qu'on va voir exactement ? On va voir qu'elle va en masquer quelques-unes. Alors, je sais pas, si, souvent, quand on regarde une photo des Pléiades, enfin, quand on est un peu novice, là, quand on regarde une photo de très très près, on a l'impression de reconnaître une sorte de petit ours, de grand ours même. C'est-à-dire que vous avez un petit sorte de petit rectangle qui ferait le récipient de la grande ours, et puis une sorte de petit manche où il manque des étoiles en réalité. Donc là, ça va passer devant le manche. Donc ce qu'il va falloir, c'est que c'est quand même le matin, le 26 au matin. Hein. Faites attention, c'est pas bien se lever le bonjour. Donc 26 au matin, en gros vers 3h du matin, donc elle sera à 1 degré à 2 diamètres de ces petites étoiles du dessous de la petite casserole là, des Pléiades, celles qui sont vers le bas, vers l'horizon. Et en fait le moment où ça va vraiment cacher les étoiles, c'est autour de 4h, 4h30, où là ça va vraiment les masquer. C'est toujours chouette à regarder. La Lune est claire quand même enfin on a un dernier quartier là, donc elle est à 53%. Donc ça vaut le coup de regarder, mais
enfin, ce qui est plutôt sympa en général quand on observe ce phénomène, c'est un peu comme le coup de Saturne, le coup d'avant, c'est regarder la sortie côté ombre. Donc c'est assez magique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la zone non éclairée de la Lune, et tout d'un coup, on a l'impression qu'il y a rien du tout, et tout d'un coup, il y a des petits points qui apparaissent. Et comme les points sont très lumineux, ça peut faire une photo qui est assez sympa avec, je sais pas, une petite lunette de 600, enfin au moins 500 de focale, quoi. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, on essaiera d'observer ce phénomène le 26. Cyril, vous gardez la parole puisque c'est le moment de votre chronique Astrophoto. Vous nous conseillez chaque mois sur la meilleure façon de réussir une photo du ciel en partageant vos astuces, voire en livrant vos secrets. C'est arrivé parfois. Ce mois-ci, quel est le thème de votre chronique ? C'est de faire votre premier filet d'étoiles, là, de profiter en fait de la nuit des étoiles le 12, là, que la lune soit couchée. Donc Sébastien l'a dit, un peu après minuit et demi, 1h du mat. Là. Donc vous prenez votre appareil photo, vous mettez un objectif le plus grand angle possible, donc peut-être un 20 mm, un 16 mm, le plus ouvert possible aussi. Donc idéalement à 2, à 2.8, enfin ce que vous avez. Vous montez en sensibilité, c'est-à-dire que vous mettez peut-être 2000, 2500, enfin ce que supporte votre appareil avant d'avoir trop de granulosité, que ce soit très très laid, quoi. Sachant que les nouveaux boîtiers peuvent monter très très fort là. Avec les nouveaux capteurs. Vous allez, alors en fonction de votre ciel, donc vous êtes loin des lumières des villes, comme d'habitude. Vous n'êtes pas sous un lampadaire, tout est éteint partout là, donc vous êtes vraiment dans la nuit noire. Vous orientez au final à peu près où vous voulez. Alors vu ce que je veux faire après, c'est quand même plus joli s'il y a un horizon quelque part, c'est-à-dire garder un bas d'image, soit en portrait, soit en paysage, et vous allez utiliser en fait l'intervallomètre de l'appareil photo qui est incorporé maintenant sur les nouveaux appareils pour faire des photos, c'est-à-dire que dès qu'il en a fait une, il en enclenche une autre, et ainsi de suite. C'est-à-dire que vous allez faire peut-être 300, 500, 600 photos sur le temps où vous serez dehors. Après, vous pouvez aussi, s'il fait beau, laisser votre appareil photo et aller vous coucher, bien sûr. Une fois que vous avez fait ces images, il est probable que dans ces photos, vous ayez quelques étoiles filantes aussi. Il y a des chances. Donc vous pouvez soit les isoler en disant super, j'en ai une, donc vous allez avoir une traînée bien verte, un peu de rouge, etc. Contrairement à un truc qui clignote qui serait un avion, ou contrairement à un trait continu qui serait plutôt un satellite. Une fois que vous avez fait ça, vous allez télécharger un logiciel gratuit qui s'appelle Star Stacks, qui vous permet en fait d'additionner toutes ces images, c'est-à-dire de les empiler de telle sorte qu'en fait chaque image fasse le relais de la précédente pour avoir ces magnifiques photos qu'on voit qui sont des filets d'étoiles où on a en fait le circumpolaire en quelque sorte pendant la durée des différentes poses. Donc une fois que vous avez installé le logiciel, vous le lancez, il est hyper simple d'utilisation. Vous prenez les images que vous avez faites, vous les droppez directement, quel que soit le format, directement dans le logiciel. Pensez à retirer en général les 3 premières et au moins la dernière ou les 2 dernières, parce que souvent il y a eu encore des petites vibrations où c'est les essais, donc prenez pas le premier paquet et la fin du dernier paquet. Et puis après, il suffit d'aller sur le petit engrenage pour lui dire remplissage du vide. Vous cliquez sur un truc qui dit empiler et c'est parti, et en fait il vous génère tout seul l'image sans saturer le paysage, etc. Et c'est complètement bluffant. Voilà. Très bien, merci beaucoup messieurs. La fin de cette émission approche. Sébastien, Cyril, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur du mois. Donc un astre, un livre, une mission spatiale, une exposition, un astronome, un instrument d'astronomie, pourquoi pas. Vous avez le choix. Sébastien, quel est votre coup de cœur ce mois-ci ? Alors M13, l'amas globulaire très connu pour la plupart des observateurs aguerris, mais qui reste quand même une belle découverte ou un joli retour pour d'autres observateurs. Donc amas globulaire, donc c'est une espèce de grappe d'étoiles qu'on trouve principalement en périphérie de galaxies. Cet amas donc se trouve dans la constellation d'Hercule. En été, la particularité, c'est que Hercule est très haut. Ça flirte presque avec le zénith. Et donc, cet amas globulaire est même détectable à l'œil nu, puisqu'on a une magnitude de 5,5 ou 5,6. Et donc, quand le ciel est très bon, très pur, pas de pollution lumineuse et des yeux habitués à l'obscurité,
faut jamais oublier ce paramètre, eh bien l'amas globulaire reste donc facile à détecter. Avec une paire de jumelles, il est évident, même dans le ciel pollué d'une grande ville. Et puis au télescope, c'est extraordinaire parce que voilà, on a cette grappe d'étoiles, on n'arrive pas à compter les étoiles tellement elles sont nombreuses, on les estime à environ 100 000. C'est un objet qui fait un diamètre d'à peu près 150 années-lumière et qui est distant de 25 000 années-lumière de la Terre. Donc c'est déjà quelque chose d'assez lointain et pourtant d'assez éblouissant finalement. C'est intéressant de se rappeler que dans les amas globulaires, les étoiles sont très proches les unes des autres, au point qu'on peut avoir presque des collisions d'étoiles et même des perturbations gravitationnelles entre ces astres. Et donc, vous avez parfois des flambées de nouvelles étoiles qui arrivent dans les amas globulaires qui, pendant longtemps, étaient caractérisés comme étant surtout constitués d'étoiles âgées. Et donc, là, justement, dans M13, il y a quelques étoiles massives très jeunes, très bleutées, qu'on appelle les traînards de bleu. Donc ça, c'est pas accessible avec votre télescope du dimanche, si j'ose dire. Mais voilà, quand on regarde dans les beaux livres ou dans la revue ou sur Internet des belles images prises avec des télescopes professionnels, on a vraiment ces étoiles très très bleues, très très étonnantes finalement, qui se trouvent dans ce brouillard d'étoiles. C'est encore pire quand on cherche à distinguer certaines étoiles dans la Voie lactée. Très bien, merci Cyril. Quel est votre coup de cœur ce mois-ci ? Moi, je rebondis sur le dernier numéro de Ciel Espace, sur les meilleurs sites, entre autres les clubs d'astronomie, les bons endroits pour observer, et sur un article qu'il y avait eu sur le site de Ciel Espace aussi, à propos de Dark Sky Lab, et entre autres de la pollution lumineuse qui a baissé cette année sur toute la France en fait. C'est juste, alors c'est à la fois un coup de cœur et puis une petite astuce aussi. C'est-à-dire que quand vous allez sur le site de Dark Sky Lab, donc c'est un site de l'astrophysicien Sébastien Vauclair là, qui en fait propose de travailler avec les collectivités en fait pour à la fois réduire la pollution lumineuse, faire une cartographie de cette pollution éventuelle et puis de mettre les choses en place. Ils font aussi des formations. Enfin, il y a pas mal d'ingénieurs qui travaillent dans cette société. Et donc, si vous allez sur la plateforme, vous avez une rubrique, enfin un onglet qui s'appelle plateforme light pollution, et vous avez un peu comme une carte Google Maps là. C'est assez amusant. C'est-à-dire que à ce moment-là, vous pouvez zoomer, vous pouvez aller à un endroit et vous pouvez aller justement à l'endroit où vous êtes en vacances, ou à l'endroit où vous vivez, ou à l'endroit où vous imaginez, où vous rêveriez d'aller, etc. Et donc vous avez la carte mondiale et vous allez pouvoir, en fait, il y a une sorte de code couleur qui vous dit si c'est très très lumineux, et vous voyez les zones qui sont bien sombres. C'est-à-dire que vous pouvez découvrir, j'ai découvert il y a un peu plus d'un mois là, que juste à côté du petit village de ma maman, en fait, il y a une zone qui est complètement noire. C'est-à-dire qu'il y a un petit carré de quelques kilomètres où a priori il faut que j'aille voir pour aller regarder ce qui se passe à cet endroit-là. Donc c'est assez intéressant, ça vous permet de savoir que peut-être qu'en faisant un coup de vélo un peu plus loin ou un coup de bagnole, vous aurez un ciel bien noir pour pouvoir observer dans des meilleures conditions. Donc Dark Sky Lab, et ensuite Light Pollution, et vous baladez dans la carte. Et d'ailleurs, ça renvoie aussi à un podcast qu'on avait enregistré en août 2022 avec Philippe de Verchères, qui est le directeur technique, je crois, de Dark Sky Lab, si vous voulez en savoir plus sur les méthodes pour faire ces mesures de qualité du ciel. Vous pouvez vous reporter à ce podcast d'août 2022 sur le site de Ciel et Espace. Écoutez, messieurs, on a terminé avec ces éphémérides du mois d'août 2024. Merci Sébastien Fontaine, merci Cyril Villemaum pour vos conseils d'observation. Merci à Nicolas Franco qui était à la technique. Cette émission a été présentée comme chaque mois par David Fossé. Profitez de votre été, profitez des nuits étoiles, c'est le 9, 10, 11 août partout en France. Profitez aussi, si vous êtes à Paris, de Paris sous les étoiles, ça a commencé le 5 juillet et jusqu'au 7 septembre dans les parcs et jardins de la capitale. Des animations vous seront proposées. Je vous donne rendez-vous au mois de septembre, et d'ici là, si ce n'est déjà fait, abonnez-vous ou réabonnez-vous à Ciel et Espace. Ne manquez surtout pas notre numéro consacré aux meilleurs endroits en France pour admirer les étoiles. Bonnes observations à toutes et à tous, et à très bientôt.